Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je suis très heureux de vous retrouver sur Chacun cherche son film, une thématique 2.0 aujourd'hui, le robot au cinéma. Et pourquoi cette thématique, me direz-vous? C'est simple, c'est la sortie de la suite de Blade Runner réalisée par Denis Villeneuve. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de cyberspace, on va parler de circuits électroniques, on va parler de ce qui fait l'âme entre un robot et un homme, et c'est maintenant. Commençons cette thématique autour des robots au cinéma avec Metropolis de Fritz Lang en 1927. Metropolis, c'est l'histoire d'une classe dirigeante qui vit dans la cité supérieure, tandis que dans la cité inférieure, la classe ouvrière fait fonctionner avec ses bras la ville. Dans cette société dystopique, un baron Frankenstein de pacotille va créer un robot, ce qui va bouleverser les castes sociales. Metropolis, pour de nombreux cinéphiles, est un chef-d'œuvre de la science-fiction, est un maître étalon du cinéma muet. Mais on oublie souvent que le film a été un four commercial à l'époque et qu'il a même été détesté par des personnalités comme H.G. Wells, l'écrivain de La Machine à remonter le temps. Et pourquoi ça a été un four? Peut-être parce qu'il arrivait à l'avènement du parlant et aux États-Unis, le film n'a rencontré aucun succès public. Metropolis est un film fortement influencé par le cinéma expressionniste allemand, avec ses clairs-obscurs caravagesques censés révéler l'âme des personnages et ses décors grandioses qui les écrasent. C'était le film le plus ambitieux de son époque, le plus gros budget, 15 millions de francs, 640 km de pellicule et plus de 35 000 figurants. Ce qui marque le spectateur quand il regarde le film, c'est Futura. Et Futura, la femme robot, c'est l'ancêtre des créatures artificielles au cinéma. Il n'est pas étonnant qu'un homme comme Tezuka, le RG japonais, ait créé un manga juste après avoir vu la photo du film. Et il faut savoir que Tezuka, c'est quand même lui qui a inventé le Pinocchio moderne avec Astro le petit robot et qui travaillera pour Kubrick sur intelligence artificielle. Le robot dans le film, il représente le futur, la domination, la technologie. En fusionnant l'organique et le technique, nous avons ici le premier robot du cinéma. Dans le film, à l'époque, il le désignait comme un humain-machine, sans précision de sexe ou de genre. Mais avec cette silhouette et ses attributs féminins, sexe, poitrine, épaules, hanches, on a une vraie féminisation du personnage, mais aussi une vraie humanisation. Le robot dans le film synthétise la perte de contrôle de l'homme et de ses inventions. Et c'est pas étonnant que ce film ait existé dans les années 20, parce que les années 20, c'est aussi le début du Fordisme, c'est les débuts des machines qui commencent à prendre le boulot des ouvriers. Et c'est un film qui témoigne aussi de cette peur de la robotisation, de cette peur de l'avenir, cette peur de la place de l'homme par rapport à la machine. Metropolis est un chef-d'œuvre du cinéma, est un classique qui passe dans les cinémathèques. Mais il faut se rappeler qu'à l'aube des années 80, les pellicules du film avaient presque disparu et un homme a lutté pour les sauver. Et cet homme s'appelait Giorgio Moroder, le roi du disco, le roi du funk, qui avait fait une version d'1h20 sous forme de film agrémenté de musique disco où on avait par exemple Freddie Mercury qui chantait. Et ce montage a permis de sauver les copies à l'époque du film avant qu'on retrouve en 2001 une copie plus élaborée, puis en 2008 la copie complète du film de Fritz Lang qui durait plus de 3 heures. C'est donc un chef-d'œuvre à voir absolument et c'est la première apparition du robot au cinéma. Dans cette thématique sur les robots au cinéma, je souhaitais vous parler d'un film moins connu que Metropolis, mais qui compte beaucoup pour moi. C'est Tetsuo, signé Tsukamoto. C'est un film de 1989 qui raconte l'histoire d'un chauffard qui bute un homme dans la rue, et sitôt rentré chez lui, il se sent mal. Pas mal psychologiquement, mal dans son corps. Et découvre petit à petit qu'il se transforme en machine. Tsukamoto est un des papes d'un grand japonais. Il a un style fort, il a un style qui fracasse, il a un style qui reste dans votre rétine. Avec Tetsuo, on a vraiment un film expérimental de 60 minutes, porté par un montage stromboscopique avec des images qui saturent, avec des sons qui vous rentrent dans la tête et qui deviennent hyper agressifs. À travers ce maelstrom d'images, le réalisateur va nous faire comprendre l'évolution de l'homme vers la machine. Quand on voit Tetsuo, on pense aussi à Akira d'Otomo. La mutation ici est au cœur même de son cinéma. Mais on voit la différence avec Metropolis où la technologie est condamnée. Ici, elle est montrée comme une évolution vers une nouvelle forme d'humanité, forcément meilleure et mieux adaptée au monde contemporain. Ce point de vue japonais n'est pas étonnant. En effet, la technologie joue un grand rôle dans une société japonaise marquée par la vieillesse. La robotique est vue comme un prolongement de l'homme pour faire durer sa propre vie. De même, la critique sociale est évidente chez le réalisateur. Les vrais robots pour lui, et on pense aussi au film Tokyo Fist qu'il avait réalisé, ce sont les salaryman. Quand ils mutent en robots, c'est une délivrance sociale. Enfin, comment ne pas évoquer ce combat de robots dantesque qui conclut le film. Ce combat de robots nous rappelle le cinéma de Cronenberg. Ici, l'humanité, grâce à la technologie, s'adapte au monde contemporain. Troisième film de cette thématique, je vais vous parler de Robocop, signé Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ce génie, ce grand réalisateur que j'adule, qui signait dès son premier film américain un brûlot contestataire absolument extraordinaire. Mais que raconte Robocop? C'est la ville de Détroit qui souffre de la corruption, qui souffre de la criminalité, et la police invente un robot moitié homme, moitié machine pour faire respecter la loi. Mais lorsque la machine se révèle avoir une âme,
les choses changent. Pour Paul Verhoeven, le danger, ce n'est pas la machine, mais l'homme qui est derrière. Ce n'est pas la créature qui est responsable, mais c'est son créateur. On est ici dans une variation du Frankenstein de Mary Shelley. La machine-outil détruit l'homme si elle est entre les mains d'un consortium. Robocop est le premier film américain de Paul Verhoeven, mais je peux vous dire une chose, c'est que le film n'a jamais failli exister. En effet, quand Verhoeven reçoit ce script, il n'y jette même pas un coup d'œil. Il pense que c'est un simple film de super-héros, et c'est sa femme qui lira l'histoire et qui lui dira non, faut que tu le fasses, c'est une vraie charge satirique envers les États-Unis. Et quand on voit le résultat, c'est l'un des plus grands brûlots contre le reaganisme. Tout d'abord, le film, il dénonce la privatisation. En effet, on montre comment un consortium prend le contrôle d'une ville, comment il achète la police, comment il vire les mendiants, comment il vire les gens qui ne sont pas dans la norme pour en faire un univers eugéniste. Deuxièmement, c'est un film qui dénonce l'information spectacle. En effet, on mélange les jeux télé avec des vrais flashs d'information, et quand on voit que TF1 actuellement va mélanger de la pub avec des flashs d'information, on se dit que Paul Verhoeven était un visionnaire. Enfin, Robocop est symptomatique du cinéma américain de Paul Verhoeven. Un cinéma à la fois efficace, un cinéma qui reprend le sens de l'action des blockbusters tout en y installant un vrai discours social. C'est un vrai chef-d'œuvre porté par la musique martiale de Basil Polidoridis. Dernière œuvre de cette sélection, la série Dallas, signée Joss Whedon, le papa de Buffy contre les vampires. Dallas, ça raconte l'histoire d'une prison cybernétique où l'on lobotomise les gens et on leur insère des personnalités pour de riches clients. Echo, l'une des membres, peut être aussi bien programmée en escort girl hyper sexy qu'en spécialiste des armes. Mais petit à petit, les souvenirs reviennent et elle prend conscience de sa condition humaine. La série a duré seulement 2 saisons, mais traîne une excellente réputation post-mortem. À l'instar de Buffy, Dallas a les mêmes problèmes d'écriture. En effet, on a l'impression que Joss Whedon préfère sa mythologie générale à l'intrigue de chacun de ses épisodes. C'est pour ça que Dallas commence comme une série d'actions un peu bêtes avant de devenir une réflexion excellente sur la cybernétique. On est dans la fable métaphysique sur la condition humaine. Joss Whedon nous propose une réflexion à la Descartes sur le « qui suis-je ». Dallas pose de nombreuses questions. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine? Que peut-on considérer comme être vivant? Où se situe la frontière entre le corps et l'esprit? Qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un robot pensant ayant conscience de son existence? De plus, le nom de l'entreprise de Dallas dans la série est Roseum, et c'est tiré de la pièce de théâtre de 1920 de Karel Čapek qui a donné le nom Robot. On devine au fur et à mesure que les buts de cette entreprise ne sont pas lucratifs, la volonté étant que le consortium se substitue au gouvernement. La série, dans la 2e saison, devient une réflexion puissante et paranoïaque sur la marchandisation de l'être humain et sa déshumanisation sous l'impact des nouvelles technologies. C'est vraiment une série que je vous invite à découvrir qui aurait mérité un plus grand succès et qui montre que Joss Whedon est un excellent scénariste pour la télévision, même si je suis moins convaincu par ses métrages sur les super-héros. Le robot cinéma est une thématique riche. J'aurais pu parler de Saturn V, j'aurais pu parler de Tron, j'aurais pu parler de nombreux films, mais le choix des films que j'ai fait aujourd'hui, c'était pour vous parler des différentes variations du robot. Metropolis, c'est la naissance du robot au cinéma. Robocop, c'est la version sociale du robot. Tetsuo, c'est la vision nippone du robot et l'acceptation de la technologie. Enfin, Doll Us, c'est la version de Descartes du robot. Que devient un robot quand il se met à penser comme un homme? J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur Chacun cherche son film.